Bienvenue dans cette série de vidéos où nous allons parler des structures de données en Python. Alors dans cette première vidéo, nous allons parler des tuples, qui est peut-être la structure la plus basique en Python, basique mais essentielle. Alors dans cette vidéo, vous allez apprendre les principales caractéristiques d'un tuple, les différentes syntaxes pour créer un tuple. Nous verrons également comment accéder aux éléments de cette structure. Et puis nous verrons les principales fonctions d'un tuple. Et enfin, nous verrons ses défauts et comment y remédier. Alors, les principales caractéristiques d'un tuple. Déjà, on peut dire qu'un tuple est une collection ordonnée de plusieurs éléments. Alors, ordonnée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que cette structure sera créée, elle va garder l'ordre de départ, c'est-à-dire que on va retrouver exactement l'ordre de création. Ensuite, cette structure est immuable. Immuable, ça veut dire quoi? Alors le terme anglais c'est immutable, pardonnez mon accent. Je vous donne la traduction en anglais parce que parfois vous pourrez rencontrer ce terme lors d'une erreur par exemple qui va apparaître et au moins vous saurez de quoi il en retourne. Donc immuable, ça veut dire que cette structure, une fois qu'elle sera définie, vous ne pourrez pas modifier l'un de ces éléments. On verra des exemples plus concrets qui seront davantage parlants. Donc, cette structure fait partie des types séquentiels, iterable en anglais. Donc, effectivement, on retrouve dans cette famille de types séquentiels sur lequel on peut itérer en fait. Ça veut dire qu'on va pouvoir les parcourir dans une boucle, for par exemple. Et donc, tout comme par exemple les listes, les strings, les ranges. Voilà, c'est cette famille de structures de données qu'on peut parcourir. Et puis ensuite, on peut dire aussi qu'elle est indissable. Alors c'est pas très joli en français, indissable. Subscriptable en anglais. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir accéder à l'un de ces éléments par le biais d'un indice. Par exemple, on indiquera le nom du tuple, entrecroché avec l'indice 0. L'indice 0, ça sera le premier élément de cette structure. Mais nous allons voir tout de suite quelques exemples de code qui vont nous permettre d'expliciter tout cela. Nous voici dans l'éditeur de code. Alors Visual Studio Code ici en l'occurrence, mais si vous voulez tester le code, vous pouvez utiliser l'éditeur de code de votre choix. Il n'y a pas de contrainte particulière à ce niveau. Donc en préambule, je voulais vous dire que j'ai déjà tapé l'ensemble du code et je vais le décommenter et vous l'expliquer au fur et à mesure. Donc la fonction display que vous pouvez voir ici, c'est juste une petite fonction que j'ai créée ici qui fait un print de l'élément et ainsi que son type. Voilà, ça nous servira de témoin et à voir un peu ce qui se passe. Alors commençons par le commencement. Nous allons voir la création d'un tuple. Alors pour créer un tuple, il y a plusieurs syntaxes possibles. La première, c'est celle qui va utiliser des parenthèses avec l'ensemble des éléments séparés par des virgules. Donc, par exemple, là, mon premier tuple, que j'ai nommé T1, va recevoir l'ensemble des éléments 1, 2, 3. Donc, si j'exécute ce code, je vais faire un display de T1, je vois que il contient bien l'ensemble des éléments 1, 2, 3 et qui est de la classe tuple. À noter qu'on peut tout à fait mélanger les types dans un tuple. Donc effectivement ici j'ai inséré seulement des entiers, mais on pourrait avoir un mélange de types, par exemple une chaîne de caractères. On pourrait également avoir un booléen, etc. N'importe quel objet, que ce soit un objet de la librairie standard ou un objet que vous avez défini vous-même, les types sont tout à fait mélangeables dans un tuple. Alors l'autre façon de créer un tuple, c'est avec cette syntaxe, tout simplement donc sans les parenthèses. On va simplement ici séparer les différents éléments par une virgule. Donc à noter que lorsqu'on a besoin de créer un tuple qui n'aurait qu'un seul élément, alors il faut malgré tout indiquer une virgule à la fin. Donc que ce soit dans
dans la syntaxe avec parenthèse ou sans parenthèse, il faut préciser la virgule même si vous n'avez qu'un seul élément, sinon la variable ne sera pas de type tuple. C'est ce qui permet de la distinguer. Sinon, le Python, l'interpréteur, va simplement essayer d'interpréter 4. En fait, les parenthèses vont servir comme quand on fait une opération mathématique du genre 4 plus 4. Voilà, et du coup, ça sera un entier. Donc, si vous voulez que ce soit un tuple, il faudra indiquer une virgule. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi créer un tuple avec un seul élément? Quel est l'intérêt? Alors bien souvent vous n'allez pas le rentrer en dur, c'est lorsque vous allez récupérer un tuple, par exemple issu d'une base de données. Les bases de données renvoient souvent les informations sous forme de tuple, ou par exemple lorsque vous lisez un fichier de type CSV par exemple, il se peut que dans certains cas un seul élément soit renvoyé, et là ça sera à vous de faire en sorte de le vérifier et éventuellement de compléter cette syntaxe avec la virgule. Alors, il est également possible de convertir d'autres séquences en tuples. Alors, en faisant appel en fait à la classe tuple. Alors, ici par exemple, si on fait ça, si on crée le tuple 3 en créant tuple mais sans séquence, ici ça va créer un tuple vide. Donc bon, il y a pas vraiment d'intérêt à faire ça, mais souvent donc on va l'utiliser pour faire des conversions. Donc ici l'argument ça va être n'importe quelle séquence, une liste par exemple, une string, et on va pouvoir créer un tuple T4 de cette façon. Si par exemple on fait un print de T4, je nettoie et j'exécute, hop, voilà, c'est bien maintenant devenu un tuple avec les éléments qui étaient contenus dans la liste. Alors il est possible également d'avoir un tuple qui est constitué d'autres tuples. Par exemple, ici on peut très bien faire T5 est égal à T2, T1, T2. Donc ici on va voir finalement un tuple de tuples. Si je regarde à quoi ressemble T5, j'enregistre et on exécute le code. Voilà, on a bien deux. Dans T2, pardon, on a laissé celui-là. On va mettre le T2 avec davantage d'éléments pour que ce soit plus parlant, plus visuel. Voilà, on a bien un tuple constitué de deux tuples. Tout simplement, on voit bien qu'il y a une parenthèse pour le premier tuple, une seconde parenthèse fermante pour le premier tuple, et ensuite le second tuple. On a également la possibilité d'utiliser l'opérateur de concaténation avec plus, par exemple. Si on fait T5 égale T1 plus T2, et bien là on va avoir un seul tuple constitué des éléments de T1 et de T2. Vous voyez ici on a perdu une parenthèse, on a bien un seul tuple avec les éléments. Alors, maintenant, comment accéder à un élément du tuple? Eh bien, on peut le faire grâce à son indice. C'est la propriété subscriptable dont je vous ai parlé en introduction. Alors, ne rigolez pas, essayez de dire subscriptable 10 fois très rapidement, vous allez voir. Donc, pour accéder, par exemple, au premier élément, le premier élément se situe à l'indice 0. Donc là, sur T1, le premier élément, ça va être le 1. À l'indice 0, hop, si on exécute, on va enlever celui-là pour plus de clarté. Voilà, on voit bien que c'est le premier élément est à l'indice 0. Si on voulait chaîne, donc 0, 1, 2, 3, ça sera le troisième élément. Donc, si effectivement on demande l'indice 3, on aura l'élément chaîne. Alors, il est aussi possible de dissocier la séquence en différentes variables. Ça s'appelle l'unpacking. Donc, comment on fait ça? On fait ça en... Alors, si par exemple, T2, ici j'ai 3 éléments 4, 5, 6, et que je voulais les récupérer dans les variables, je pourrais dire A, B, C égale T2. À ce moment-là, on
on va dissocier les différents éléments et les affecter aux variables. Derrière, si on print ABC, on va voir que on a bien une extraction des trois éléments. Hop, je vais enlever le print pour la suite. Alors, on peut faire, par exemple, si le tuple 1 qui avait 3, 4, 5 éléments, si on voulait récupérer les 3 premiers dans des variables, c'est possible. Et puis le reste, si on voulait mettre le reste dans une liste, on peut utiliser la syntaxe Astérix. Si par exemple, hop, alors je vais recommenter ça, décommenter donc les 2 lignes suivantes. Donc ici, je vais récupérer les 3 premiers éléments, et le reste, je vais le mettre dans la liste, grâce à l'opérateur Astérix. Donc si j'exécute, voilà, j'ai bien 3 éléments, mes 3 variables ABC, et là je fais aussi un print de la liste, donc on voit qu'on a les éléments restants. Alors s'il restait davantage d'éléments, il aurait tout mis dans la liste, mais on voit bien que chaîne et trou ont été affectés à la liste. On peut, si on a besoin, ou plutôt, alors je dirais si on n'a pas besoin d'un élément, on peut, si on voulait par exemple récupérer l'élément numéro 1 ainsi que l'élément numéro 3, et le reste dans une liste, et que le deuxième ne nous intéressait pas, qu'il soit inutile, alors on pourrait utiliser cette syntaxe. Je vais décommenter. Alors c'est pas useless, là c'était plus pour illustrer. C'est la syntaxe. Alors c'est une convention. Ça n'a rien de magique. C'est juste que la seconde variable de la collection va être affectée à l'underscore tout simplement. Mais c'est une convention pour dire bah ça en fait c'est affecté, mais je vais pas m'en servir. Je vais juste me servir de A, de C et éventuellement de over. Donc si on print d'ailleurs l'ensemble, on voit bien que voilà, on a nos 3 variables. Alors effectivement, j'ai fait exprès de printer l'underscore pour voir que c'est bien une variable en fait. C'est une variable mais qui est underscore, mais c'est une convention. Par convention, ça voudrait dire donc je ne vais rien faire de cette variable. Alors maintenant, comment parcourir un tuple itéré, Donc, tout simplement dans une boucle for. C'est très simple, la syntaxe. On va faire for élément in T1. Donc ici, on va parcourir l'ensemble des éléments dans l'ordre et on va les printer. Donc si on exécute, voilà, on voit qu'on a parcouru chaque élément du tuple, tout simplement. Donc la syntaxe est vraiment for in. Et élément va recevoir dans la boucle à chaque fois chaque élément du tuple tout simplement. Alors maintenant une autre caractéristique importante dont on a parlé en introduction, c'est le fait que on ne peut changer la valeur de l'un des éléments du tuple, que les tuples soient immuables, immutable. Donc si effectivement on essayait de modifier par exemple ici le premier élément de T1, ça va nous lever une erreur de type type error. Si on exécute, hop, non, si j'enregistre c'est mieux. Voilà, il nous dit type error, tuple objet ne supporte pas les assignements d'items. On ne peut modifier un élément d'un tuple. Ça, c'est la chose à retenir. Par contre, si on ne peut pas modifier un de ces éléments, rien ne nous empêche de le recréer. Effectivement, on pourrait réaffecter l'ensemble des valeurs. Alors, je vais faire un print id. Cette fonction, ça renvoie l'identifiant d'un objet. Ici, en fait, c'est son adresse mémoire. Donc, avant la réaffectation, je vais faire un print de l'id de son identifiant. Comme ça, on va pouvoir constater, et ensuite, je le réaffecte. Je recrée un tuple, donc avec les valeurs 0, 1 et 2,
et je vais refaire un print de son idée. Comme ça, on va constater que ça n'est pas le même objet, qu'en fait, c'est un nouvel objet qui a été recréé. Pour que vous fassiez bien la distinction entre le changement de valeur et la création d'un nouvel objet. Je sais que c'est parfois un peu confus. Donc effectivement, vous voyez, ici, on a le premier print avant la réaffectation. On a ici l'adresse qui se finit par 2272. Ensuite, ici, dans la ligne 36, on recrée un tuple, même s'il a le même nom de variable. Hein. Eh bien, en fait, si on fait un print en dessous, on voit que son identifiant a changé, ça n'est plus le même, c'est donc un nouvel objet, il a une autre adresse mémoire. Et donc il contient maintenant effectivement un nouvel ensemble de valeurs, mais c'est un objet différent. Comprenez bien cette différence. Ensuite, effectivement, on a la possibilité d'utiliser la fonction len, hein, qui est utilisable sur toutes les séquences. Donc effectivement, on peut faire un len de T1, ça va nous donner le nombre d'éléments que contient le tuple. Voilà, le tuple 1 contenait bien 5 éléments, les 3 plus la chaîne plus le booléen, effectivement. Il est également possible d'utiliser les fonctions, toutes les fonctions qui vont supporter finalement comme paramètres des séquences. Donc par exemple, on peut faire un print, un min et un max de T2 qui contient. Alors ici, il va pas y avoir de souci puisque min et max puisque T2 pardon et comporte des entiers, donc on va pouvoir appeler ces fonctions en lui passant le tuple en paramètre, et si on exécute, hop, non, toujours enregistré, CTRL S, magique, si on exécute, on a bien le minimum qui est 4 et 6, si on regarde T2, effectivement c'est le minimum est bien 4 et le maximum est bien 6. Alors, les tubes possèdent de manière intrinsèque, enfin, la classe tuple possède deux fonctions qui sont count, deux méthodes, on peut même dire, puisque c'est une classe, count et index. Alors, count va permettre de compter la valeur d'un élément. Par exemple, là, si je veux compter la valeur 2 qui est dans le T1, alors je vais le redéfinir juste au-dessus pour que ce soit plus lisible. Donc j'ai effectivement 1, 2, 3, 2 comme valeur du tuple, et on va compter combien de fois la 2 apparaît. Donc si j'exécute, j'obtiens 2, effectivement il y a bien 1, 2 et 2, 2. De la même manière, on peut trouver l'indice auquel se trouve un élément. Si par exemple on recherche l'indice où se trouve la valeur 2, on peut utiliser index. En fait, donc index va nous renvoyer la première position de la première occurrence, en fait. Hein. Donc comme là il y en a 2, il va nous renvoyer l'index 1. Testons. Voilà, il nous dit bien 2 se trouve à l'indice 1. Ici. Voilà, donc on a fait un peu le tour des tuples. En conclusion, on peut dire que le tuple est une structure de données de base très performante, notamment dans son optimisation mémoire. Néanmoins, elle peut manquer un peu de lisibilité du fait de l'accès à ces éléments par l'indice. C'est vrai que c'est pas toujours très intuitif. Alors si on prend un exemple, l'exemple suivant, admettons que j'ai un tuple par exemple qui contienne le nom un tuple de fruits, on veut stocker des fruits, on veut mémoriser le nom, puis ses nutriments, les protéines, les glucides et les lipides par exemple. Alors, ici effectivement, je viens de le créer, je vais m'en souvenir, je sais que protéines, j'ai décidé qu'il était en 1, et enfin plutôt en indice 1, en deuxième position, donc en indice 1, glucides en 2,
et l'Ipython 3, mais si je reviens dans quelques temps, je vais pas forcément me souvenir. Donc ça sera franchement pas très pratique pour accéder avec les indices aux différents éléments. Mais Python a tout prévu parce qu'il y a, une structure qui s'appelle les tuples nommés, les name tuples, et qui est en fait une sous-classe des tuples et qui va nous permettre d'accéder aux différents champs grâce à leur nom, de donner un nom à chaque élément et de pouvoir y accéder grâce à son nom. Et je vous propose, si vous êtes intéressé, de me retrouver dans la prochaine vidéo où nous aborderons les name tuples.